Oui, non, merci beaucoup à tous d'être restés. Alors d'abord, un petit mot important, je suis donc au collectif de travail, je crois, depuis à peu près 2010 ou 2011. Comment je l'ai été en lisant un article d'Éric Favreau dans Libération pour me rendre compte que leurs idées correspondaient aussi au questionnement que j'avais. Et la deuxième chose, c'est parce que sur place, à l'hôpital du Mas-Caréron, il y avait un petit collectif des 39 qui s'était créé sous l'inspiration de Sylvie Prieur. Voilà. Alors pourquoi une telle intervention? Une telle intervention, c'est pour dénoncer le formidable conditionnement idéologique de notre monde libéral qui veut nous faire croire qu'il n'y a qu'un seul savoir, qu'il n'y a qu'un seul savoir qui serait celui de la science, je dirais plutôt du scientisme, qui est une idéologie et qui tend justement à éliminer tout ce qui est du domaine de la vie, c'est-à-dire tout désir, toute sensation, bref, tout ce qui est du domaine du subjectif. Voilà. Alors que ce soit clair, il ne s'agit pas, puisqu'on m'a déjà fait la remarque de critiquer la science en tant que telle et ses avancées, mais l'idéologie sous-jacente qui élimine le monde subjectif de la culture et de la sensibilité et se présente surtout comme le seul savoir, les hommes devenant ensuite des individus empiriques et des simples agencements donc neuronaux. Alors ça a été très clair ce matin avec Pierre Dardot, que je vous remercie, et qui a bien insisté sur le concept de fanatisme donc des scientistes actuellement, et je vais faire le développement pour montrer quels sont et quel a été le point de départ et pourquoi ils en sont dans cette faculté de vouloir tout maîtriser et ne supportent absolument pas de ce qui est du domaine du subjectif. Merci aussi à Janine Artounian dans sa remarque de sa traduction de la notion, je veux dire, de psyché de Freud, puisqu'elle a employé aussi le mot de l'âme. Et alors je trouve intéressant parce que vous voyez que ce mot laisse encore cette question ouverte. La question, c'est de laisser des questions ouvertes et c'est ce en quoi la philosophie nous aide énormément. Alors, j'ai quelques temps pour vous traiter dans ces questions de vie, de culture, de science. Alors, je m'inspire de ce qu'a écrit donc Michel Henry, et je reprends essentiellement ces termes. Michel Henry est un philosophe phénoménologue, qui était un philosophe phénoménologue, donc de Montpellier, qui a écrit en 1987 La barbarie. Quel est le constat que fait Michel Henry? Il nous dit, effectivement, nous sommes, je veux dire, à une époque qui est caractérisée par un développement sans précédent du savoir, qui va de pair avec l'effondrement de la culture. Je rappelle que la philosophie est la science qui s'occupe d'avoir un point de vue général sur les phénomènes quels qu'ils soient. Alors pour la première fois sans doute dans l'histoire donc de l'humanité, savoir et culture divergent. Savoir et culture donc divergent au point de s'opposer dans un affrontement gigantesque. Une lutte à mort, s'il est vrai que le triomphe du premier entraîne la disparition de la seconde. Alors une telle situation aussi dramatique, c'est clair si l'on remonte à sa source au début du XVIIe siècle, lorsque Galilée déclare que la connaissance à laquelle l'homme se confie est fausse et illusoire. Cette connaissance, c'est la connaissance sensible, qui nous fait croire que les choses ont des couleurs, des odeurs, des saveurs, qu'elles sont sonores, qu'elles sont agréables, qu'elles sont désagréables, bref, que le monde est un monde sensible. Alors pour Galilée, l'univers réel est composé de corps matériels, insensibles, étendus, doués de formes et de figures, en sorte qu'un monde de connaissance n'est pas la sensibilité variable selon l'individu, mais la connaissance rationnelle de ces figures et de ces formes. Et donc il va créer la géométrie, et il va être bientôt rejoint, je veux dire, par Descartes, qui va mettre la mise en forme de cette géométrie avec des formules mathématiques. Tel est le nouveau savoir qui prend la place de tous les autres et les rejette dans l'insignifiance. Mais surtout, à partir de ce moment, la science galiléenne va modifier donc notre monde et va développer une nouvelle époque de notre histoire qui s'appelle la modernité. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la différence des autres civilisations grecques, romaines, égyptiennes, etc., dont les conditions d'apparition sont complexes et multiples, ne pouvant être réduites au seul jeu de l'intelligence, la modernité résulte d'une décision intellectuelle clairement formulée et dont le contenu est parfaitement intelligible et dont nous voyons les résultats donc actuellement. C'est la décision de comprendre à la lumière de la connaissance
à la lumière de la connaissance de la connaissance géométrico-mathématique, un univers qui est réduit désormais à un ensemble objectif de phénomènes matériels et d'organiser le monde de manière exclusive sur ce nouveau savoir et sur les processus inertes qu'il permet de maîtriser. Vous voyez que ce que nous expliquait Dardot, c'est ce souci qu'ont certains, là il citait des psychiatres, de maîtrise toute puissante, et surtout il insistait aussi, vous voyez, sur le glissement sémantique qui est en train de se faire depuis la psyché jusqu'au cerveau. Le glissement progressif, enfin, qu'on veut nous faire croire. Alors prenons maintenant la mesure de la réduction galiléenne. Écarter de la réalité des objets leur qualité sensible, c'est éliminer du même coup notre sensibilité, l'ensemble de nos impressions, de nos émotions, de nos désirs, de nos passions, de nos pensées. Notre subjectivité tout entière qui fait la substance de notre vie. C'est donc cette vie telle qu'elle s'éprouve en nous, c'est ça la définition pour le phénoménologiste, dans son cas à lui, cette vie qui fait de nous des vivants, qui se trouve être dépouillée de toute réalité véritable, réduite à une apparence. Donc du coup, le baiser qui change les amants devient un bombardement de particules microphysiques. Alors, qu'est-ce qu'il appelle la vie? Alors la vie, son originalité consiste à dire que ce n'est pas la pensée, par la pensée que nous avons accès à notre vie. C'est notre vie elle-même. C'est notre vie elle-même qui parvient originairement en soi, et elle le fait en s'éprouvant soi-même, dans une activité primordiale qui s'appelle un pathos, et qui constitue en effet la substance et la trame phénoménologique de notre vie. Que la raison pour laquelle toutes les modalités de notre vie, depuis les impressions les plus simples de plaisir et de douleur, jusqu'aux celles beaucoup plus profondes d'angoisse, d'ennui, de satisfaction, de bonheur ou de désespoir, sont des modalités affectives. Bien qu'invisibles, celles-ci n'en sont pas moins éprouvées par nous dans une certitude immédiate, qui est notre propre pathos. Par conséquent, pour tout ce qui importe, pour tout ce qui est originairement nous-mêmes, pour reconnaître un autre mode de révélation, lequel relève d'une donation immédiate. En effet, ce qui est premier, c'est l'épreuve intérieure de nos impressions, de ma souffrance, de mon désir, de ma colère, cette impression affective pure qui fait le tissu, donc, de ma vie. Alors, si on suppose alors que la vie est la source exclusive de la culture, sous toutes ses formes, il devient évident que sa mise hors jeu est identiquement celle de la culture et que la modernité galiléenne ne peut plus offrir que le spectacle terrifiant que nous avons sous les yeux, à savoir le démantèlement progressif de ce qui donnait la vie à tout un chacun dans des domaines qui lui appartiennent et en desquels elle s'exprime et elle exprime sa raison de vivre. Or, la culture, qui est l'auto-réalisation de la vie en son auto-accroissement, n'est pas présente seulement sous ses formes supérieures, elle imprègne la communauté humaine, la nourriture, les vêtements, les biens, etc. C'est ainsi que dans une société comprise comme communauté des vivants dans la vie, la culture est partout. Plus rien, au contraire, où tout s'équivaut, c'est le temps du vrai nihilisme, quand le devenir intérieur de la vie et tous les savoirs qui leur étaient liés, toutes les formes de culture qui en étaient l'expression, cèdent la place à la connaissance anonyme de processus homogènes tels que l'étudie donc la physique et aussi tels que voilà. Alors il me reste donc 2 minutes, voilà, mais je dois avoir assez. Le propre de la barbarie de l'Occident et ce qui lui confère sa puissance formidable, c'est que ce refus de la vie s'est accompli non pas contre toutes les formes de culture, mais à l'intérieur d'une d'entre elles, celle du savoir. Et on l'a vu comment le projet de parvenir à une connaissance objective de l'instant naturel avait conduit les fondateurs de la modernité à exclure de cette connaissance toutes les propriétés sensibles et subjectives. Ainsi, la négation de celle-ci sera la négation de la vie. C'est-à-dire, en fin de compte, son autonégation prend l'allure d'un développement positif
celui de la connaissance et de la science. Dissimulé sous les prestiges de la rigueur, la mise hors jeu de la subjectivité aboutit au ravage de la terre par la nature absubjective de la technique, et quand elle est appliquée à la connaissance de l'homme lui-même, comme dans les nouvelles sciences humaines, à la destruction pure et simple de son humanité. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, mais je voudrais simplement vous montrer, vous indiquer combien d'une part la philosophie est une porte, enfin qui est absolument essentielle pour nous, pour prendre de la hauteur pour ce que nous vivons. Je voudrais aussi vous indiquer un film qui vient de sortir, qui est d'Alain Vuillard, qui s'appelle La philosophie vagabonde. Et je conclurai en disant « Soyez vivants ». Merci de l'invitation. Excusez-moi de ne pas pouvoir parler de la vie avec une voix d'outre-temps, mais c'est uniquement un problème de microbe. Je vais essayer de résister aux microbes et d'aller vers vous. Alors vous dites que la philosophie vous apporte beaucoup. Je dirais que les enfants ont beaucoup à apporter et apportent beaucoup à la philosophie. Et je leur dois beaucoup. Ces 2 années que j'ai voulu repasser en CE2 et CM1, m'ont vraiment fait grandir. Et le livre, effectivement, qui a résulté de cette expérience, vous fera connaître, si le livre vous intéresse, ce que m'ont dit les enfants sur le monde dans lequel nous vivons. C'est absolument magnifique. Et s'il y a bien des personnes qui ne sont pas infantiles, ce sont les enfants. Comme on a vu tout à l'heure un beau film, vraiment, sur l'école Vitruve, je me suis dit, puisque j'aime beaucoup les images et que je m'en occupe beaucoup, qu'avant de parler de l'hospitalité, je voulais d'une part vous signaler un film très important, je trouve, sur la question de l'enfance. C'est le film de Claire Simon qui s'appelle Récréation, si vous pouvez le voir. C'est absolument magnifique, où on voit le rapport des enfants dans une école maternelle, les rapports de pouvoir et la gestion des conflits et la gestion d'un conflit dans les enfants de la maternelle. C'est absolument un très grand film. Deuxième chose, excusez-moi de parler cinéma, mais c'est une certaine passion pour moi. Kiarostami nous a quittés cette année. N'oubliez pas que c'est un des plus grands cinéastes qui regardait les enfants. Qu'il s'agisse de Où est la maison de mon ami ou des courts-métrages qu'il a fait, dont Le pain et la rue, bien d'autres encore, Récréation aussi, Le ballon. Vraiment, Kiarostami, il a aussi fait toute une expérience dans les écoles primaires à Téhéran. Et Kiarostami a été un très grand observateur, dialogueur, qui s'est mis à l'école des enfants et qui est allé dans les écoles pour écouter les enfants et jouer avec eux et les faire jouer. Enfin, une dernière personne à qui je rends hommage, c'est Julie Bertuccelli, parce que maintenant vous allez pouvoir voir le film de Julie Bertuccelli sur Babouillec, ça s'appelle Dernière nouvelle du cosmos, il sort le 9 novembre. Oui, c'est un film absolument magnifique sur une grande artiste, autiste, après tout, entre les deux mots, il n'y a qu'une lettre à changer. Alors voilà, je voulais vous indiquer ces pistes parce que je crois que le cinéma permet de partager par les images beaucoup de problèmes et beaucoup de présence. Et je trouve que c'est bien qu'on ait vu un film aujourd'hui. C'est vrai que je vais encore parler, alors, mais sans vous montrer de film, partir pour aborder la question de l'hospitalité, partir d'un film que vous n'allez pas voir, mais que je vous demande de voir. Il se trouve que on m'a demandé à Reims, enfin Patrick Chemlin m'avait demandé à Reims de le présenter et je l'ai présenté. C'est un film prodigieux qui s'appelle L'Ordre de Jean-Daniel Paulet en 1973. Non pas qu'on y parle d'enfants, mais on y fait parler un lépreux. Et ce lépreux qui n'est plus lépreux, qui est guéri, et que Jean-Daniel Paulet a filmé dans l'Ordre, l'Ordre étant tout cet ordre dont on parle depuis ce matin magnifiquement pour dire à quel point il nous met tous en souffrance, et pas seulement ceux qui en tombent malades, mais même ceux qui s'y plient finalement, sans se rendre compte qu'ils tombent aussi malades sans le savoir. Et dans ce film, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que Jean-Daniel Paulet est allé dans l'île de Spinalonga, enfin, est allé filmer l'île de Spinalonga, qui a été une île où les Grecs ont fait une léproserie de 1904 à 1954. Alors il fallait rendre l'île ensuite parce que on a mis les lépreux pour chasser les Turcs et ensuite on a repris l'île aux lépreux pour en faire un lieu touristique. Et pourquoi on en a fait un lieu touristique en chassant les lépreux? C'est qu'on avait trouvé un médicament, on a trouvé un médicament contre la lèpre et que désormais on va reprendre l'île qui est très belle, qui va plus s'appeler Spinalonga parce que pour les Grecs ça sonne léproserie. On va l'appeler Calydone, la belle forme, l'île de belle, celle de la belle vue, voilà, Calydone. Et où est-ce qu'ils vont aller les lépreux? Ben, ils vont aller à l'hôpital, sur le continent, à Athènes, à Chiapa. Et dans cet hôpital, alors, Paulet fait parler Raymondakis, ancien lépreux guéri, et qui raconte comment, lorsqu'ils étaient dans l'île de Spinalonga, en exil, insulaire, face à leur solitude, ils avaient su composer de la sociabilité, de la société, de l'échange, et à un moment il dit à Spinalonga, on ne mourrait jamais seul. Quand ils se sont trouvés à l'hôpital, alors ils ont connu, non plus, ils ont été brisés dans leur société de lépreux qui s'était constituée. Ils ont été coupés de leur solitude constituante et socialisée. Et ils ont connu le véritable isolement. L'hôpital d'Athènes, est devenu le véritable lieu de l'inhospitalité. Celui dont ils ne pouvaient plus partir. Parce que, comme il le dit, quand on a un lépreux guéri et lépreux pour la vie, on ne guérit jamais de la lèpre. Pourtant, les laboratoires Sandoz ont produit ce film, ce qui a permis de faire le film. Et donc, ce film est un moment cinématographique capital, je crois, et on n'avait pas partagé les richesses à Reims, pour comprendre cette dialectique absolument perverse qui fait que le milieu, la médicalisation, au lieu de guérir la lèpre, guérissait simplement la maladie, mais de quelle lèpre, comme dit la voix d'ailleurs dans le film, mais de quelle lèpre parle-t-on? De quelle lèpre parle-t-on? Alors, je suis partie de ce film pour parler, qu'il s'agisse des fous, des enfants, des lépreux ou des émigrés, pour démarrer une petite méditation avec vous sur les mots qu'il faut se réapproprier, dont on doit entendre toute la vibration sémantique, en partant d'une phrase que je me posais. Quand il arrive quelqu'un, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive quand quelqu'un arrive? Quand il m'arrive quelqu'un, il ne m'arrive pas quelque chose. Il m'arrive quelqu'un. Quand il m'arrive quelqu'un, quand quelqu'un arrive, le paradigme de l'arrivée de quelqu'un, c'est la naissance. L'enfant, l'arrivée de l'enfant. La naissance, c'est cette arrivée. Mais ensuite, de la façon dont on va être conçu, préparé, déployé, l'accueil de cette arrivée-là, va se jouer pour toute la société la façon de penser, d'accueillir et de recevoir quiconque arrive d'ailleurs, de très loin, ou qui est tellement différent qu'il a l'air, on va l'appeler l'étranger, on va l'appeler l'émigré, ou on va l'appeler l'aliéné. De toutes les façons, ce qui arrive, je vais tout faire pour qu'il ne m'arrive que quelque chose dont je vais devoir me débarrasser. Alors la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire quand il m'arrive quelqu'un? Qu'est-ce qui m'arrive? C'était d'ailleurs une des phrases très belles de Robert Kramer, un cinéaste qui nous a quittés aussi maintenant, qui disait, quand on lui demandait « Qu'est-ce que vous voulez faire dans vos films politiques ?» Il disait « Moi, je ne veux rien faire. Ce qu'il y a dans un film, c'est ce qui arrive au spectateur. Qu'est-ce qui vous arrive quand je vous montre, je vous fais partager ce film? Il faut qu'il vous arrive quelqu'un. » Et il a fait tout un travail
dans son séjour dans le bassin du Nord. Alors, qu'est-ce qui nous arrive quand il arrive quelqu'un? Je vous ai dit, j'avais envie d'y revenir en disant, le film de Jean-Daniel Paulet nous fait entendre à quel point l'hôpital et l'hospitalité et l'inhospitalier sont dans une sorte de crise aujourd'hui qui fait que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, c'est pas bon. Il arrive quelque chose, comment s'en débarrasser? Ce matin, Dardot a remarquablement parlé de cette psychophobie. Et là, il aurait pu ajouter en contrepoint une iatrocratie, c'est-à-dire une tyrannie de la médicalisation qui fait que par la voie de la médecine, comme ça a été admirablement analysé durant la journée, par la voie de la médecine se passe tout ce phénomène de normalisation que depuis Foucault on ne cesse d'analyser, de reprendre, de dénoncer, sans arriver à fédérer les luttes, malheureusement, parce que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on est des îlots de résistance, voyez-vous. Spinalonga était un îlot de résistance, et voilà que quand on arrive sur le continent, il va bien falloir se poser le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence des luttes. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à être des archipels et des îlots séparés les uns des autres en se faisant des signes de connivence et en se disant qu'on veut tous lutter, mais enfin, il va falloir quand même trouver fédérer et trouver des liens dans la lutte. Mais je vous ai dit, j'avais envie de repasser par les mots, parce que comme on l'a dit aussi très bien, la confiscation des mots, et c'était très bien d'évoquer Castoriadis, parce que s'il y a quelqu'un qui a su travailler sur la radicalité, c'est la meilleure façon de montrer à quel point ce qu'on appelle la déradicalisation est en voie d'être une médicalisation. Bref, mais je ne vais pas parler de ça, mais je m'en occupe particulièrement. En tous les cas, revenir à des mots, et je me suis dit, au fond, je vais reprendre le spectre sémantique de ce que l'hôpital, l'hospitalité et tous ces mots, d'où ça vient. D'où ça vient tout ça, hein? Un mot latin à l'origine de tout ça. Hostire. H-O-S-T-I-R-E. Hostire. Un verbe qui veut dire mettre au même niveau, égaliser. Ah. Et voilà que ce mot qui veut dire mettre au même niveau, égaliser, va donner de plus petits mots, hostis. Et voilà que hostis, justement, va mettre en égalité des choses tout à fait contradictoires. Hostis, c'est l'hôte. Vous savez qu'en français, le mot hôte, c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Première chose. Mais hostis, c'est non seulement l'hôte, celui qui reçoit et celui qui est reçu, mais c'est aussi hostis, l'ennemi. D'abord l'étranger, l'ennemi, d'où le mot hostilité. Donc celui qui arrive, c'est pas toujours une très bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui arrive sous la figure de l'ennemi, de celui qui tout d'un coup crée une incertitude sur mon identité, crée du désordre dans mon ordre, crée de la turbulence dans mon calme, produit de l'effroi, de la terreur, de la peur. Regardez de quelle façon aujourd'hui on nous fait passer comme état d'urgence le fait de tous nous mettre en sécurité. Pourquoi ? Parce que nous vivons non seulement une psychophobie, mais nous sommes en phobocratie, c'est-à-dire une tyrannie généralisée de la peur. Nous devons tous avoir peur de ce qui arrive. Quoi qu'il arrive, il faut trembler. Et dès qu'on tremble, il faut demander l'aide, la sécurité, la protection, puisque celui qui a peur est faible. Dans notre insécurité, nous allons appeler à demander la sécurité et l'abri à plus fort que nous. Qui est plus fort que nous dans un rapport de force ?
la police, l'armée, les armes, le système, qui vont se proposer dans cette phobocratie, dans ce gouvernement par la peur, qui en même temps nous dissimule la peur qu'ont les non-démocrates de tous ceux qui n'auraient pas peur, c'est-à-dire que ce qui leur fait le plus peur, c'est notre courage. C'est la capacité que nous avons, tous, de nous mettre en péril, d'affronter. Hein, parce que résister c'est bien non, mais il faut monter au filet, il faut prendre des risques. Donc, je voulais faire entendre que si le mot « recevoir » vient à la fois du mot qui regroupe ensemble l'accueil de l'autre dans son altérité la plus absolue, y compris celle de l'ennemi, en faisant toujours entendre, et ne l'oublions jamais, qu'il s'agit d'un problème d'égalité. Cela veut dire que celui qui arrive devant moi et qui me demande l'hospitalité, l'enfant, le malade, l'émigré, le plus pauvre, le plus petit, le plus faible, celui qui semble manquer de quelque chose. Est-ce que je vais lui répondre simplement en disant que j'ai ce qu'il n'a pas? Ou est-ce que l'ensemble philologique des mots de l'hostice, de l'hospitalité, doivent me faire entendre que ce qui m'arrive me manquait? C'est-à-dire que non seulement je dois accueillir celui qui me demande quelque chose, mais, un peu en reprenant d'ailleurs la problématique de Marcel Mauss, du don et du contre-don, c'est-à-dire que celui à qui j'offre l'hospitalité me donne en retour, en surabondance, ce dont je manquais. C'est-à-dire que faire admettre à notre culture, à notre communauté de résistants, que, par exemple, si je dis que les enfants apportent beaucoup à la philosophie, ça n'est pas une façon un peu pédagogique de dire que les enfants m'ont appris des choses que je n'avais pas comprises, etc. Non, il y a eu véritablement une surabondance dans la réponse. C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement, depuis le lieu de faiblesse, qui est une école maternelle avec une institutrice, une institution, des rapports d'autorité, voilà. Mais un rapport d'autorité n'est pas un rapport de pouvoir. Un rapport d'autorité est un rapport d'égalité, dans une dissymétrie des pouvoirs. Donc, il y a une véritable égalité avec celui qui a moins que moi, parce que je manque précisément de cela, de rencontrer dans celui qui a moins que moi ce qui me manquait. Et que cette égalité se met en marche dans ce rapport de l'hospitalité. Donc, ça n'est pas un hasard, si vous voulez, ce n'est pas un hasard de la philologie, si des mots comme hôte, hostilité, hospitalité, tout d'un coup tourbillonnent autour d'un mot qu'on n'entend plus, hostirer, égaliser, c'est qu'effectivement, au lieu de dire liberté, égalité et fraternité, on ferait mieux de dire liberté, égalité et hospitalité. Parce que la fraternité est encore bien trop familiale et que si je n'accueille que mon frère, je crains que certains partis y trouvent encore le langage familialiste de la ressemblance, de la similitude, d'appartenance génétique à avoir les mêmes racines. Je refuse la fraternité, je ne veux pas que celui que j'accueille, c'est parce que je lui dis « tu es bien mon frère ». Tu es tout simplement ce qui, en moi, était en manque de toi. Et voilà, donc je voulais simplement dire ces quelques mots. Avais-je encore autre chose à dire? Oh, peut-être, mais j'ai la voix un peu, cassée. Mais je voudrais peut-être simplement
à partir de cette liberté, égalité, hospitalité, les deux derniers mots étant vraiment joints l'un à l'autre dans un enjeu politique décisif, c'est revenir sur cette question du courage. Parce que c'est vrai que ce qui me fait peur dans cette phobocratie, c'est la façon dont l'ensemble de l'information qui nous est donnée nous décourage et nous donne le sentiment que nous sommes impuissants par rapport à ce système, que nous n'avons pas les armes suffisantes nous pouvons faire un constat et renouveler le constat et nous réunir entre personnes qui veulent tous et toutes un monde autre et un autre monde, et puis se séparer, se disperser en se disant que faire, hein, en citant Lénine, que faire. Et je crois qu'on peut faire. On s'est un peu gargarisé, excusez-moi, avec la disparition des lucioles. Moi je dis, elles brillent encore. Elles n'ont pas disparu. Et d'ailleurs, Pasolini faisait le deuil de ceux qui disparaissaient et en même temps a résisté jusqu'au bout. Et au contraire, je dirais, est une figure héroïque. Hein. Et je crois que nous n'avons pas à redouter de reconnaître dans des personnes qui nous arrivent, chaque fois qu'il nous arrive quelqu'un, de loin, de bizarre, d'incompréhensible, de répulsif, enfin tous nos lépreux, quoi. Hein. Nous avons nos lépreux, ils sont plus contagieux, oui, mais ils sont lépreux. Et il y a quelque chose d'une peur de la contagion, y compris dans le monde de la psychiatrie. C'est-à-dire, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, ils nous rendent fous. Et c'est ça qu'il faut ne pas faire. Ils nous rendent fous en nous décourageant. Donc, je voudrais simplement finir sur cet appel, non seulement à l'hospitalité au sens d'être le mode le plus décisif de la démocratie en tant qu'appel au partage des biens, des ressources, des savoirs, des lieux, du droit au travail, à l'abri et à l'écoute, oui, mais aussi au courage, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre des risques, je pense, prendre des risques. On m'a demandé à France Télévisions de parler avec des journalistes qui se posaient la question de savoir comment ils allaient faire dans l'information avec les images de Daesh. Vous comprenez, les images de Daesh arrivent, alors on est ravagé par les images de Daesh, vous êtes ravagé, ne les regardez pas. Non, il faut qu'on les regarde, et comment on va en parler, on ne sait pas. Comment faire Est-ce que les images de Daesh n'arrivent pas à nous enlever notre propre liberté d'expression? Je leur ai dit, mais la première institution qui vous enlève votre liberté d'expression, c'est celle qui vous paye, c'est pas Daesh. Et voilà. Donc, si vous entrez en lutte avec ceux qui vous payent, peut-être que vous aurez des idées pour savoir ce que vous allez faire avec les images de Daesh. Mais si vous prenez le problème à l'envers, en disant comment faire plaisir à ceux qui me payent en m'occupant de Daesh, vous n'y arriverez jamais. Comment accueillir ce qui nous arrive sans penser que ça va faire effraction ou effondrement et que parce qu'on n'y avait pas pensé, on ne va pas s'y retrouver, on va capituler. Non, ça c'est sûr qu'il nous faut du courage. Il va en falloir beaucoup, parce que je pense qu'aujourd'hui, personne ici ne peut appréhender l'avenir sans peur. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous est martelé et qui est bien orchestré pour nous faire peur d'ailleurs, hein. C'est-à-dire pour nous démettre de notre capacité à penser. Je crois que la solidarité peut aussi répondre à l'hospitalité, parce que si nous sommes solidaires, nous aurons forcément des approches de lecture différentes. Il faudra supporter ces écarts,
parce que chacun est différent, donc c'est compliqué d'être courageux ensemble avec des histoires singulières qui sont complètement différentes. Et savoir qu'on est gouverné par des trouillards. Et des pauvres types qui ne pensent pas. Alors, il ne faut pas nier le panier de services disponible, une histoire de caddies. Des caddies, c'est pour les enfants, hein, vous savez, Jacques a dit et tout ça. Alors, Christian a dit qu'ils veulent nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule science. À l'hôpital d'Uzès, ils sont bien placés pour savoir que ce n'est pas si simple, hein, parce que l'hôpital psychiatrique d'Uzès s'appelle Carrero. Alors, on veut nous faire croire que le monde est un monde sensible. C'est pas vrai, non. On ne vit pas dans un monde sensible, on vit dans un monde avec cibles. Hein. Il y a des cibles simples et claires. Faire baisser le symptôme, faire baisser les coûts, faire baisser, faire baisser, faire baisser. Baisser pour baiser. Et oui, le baiser des amants devient un bombardement de molécules microchimistes. Alors, la voix d'outre-tombe de Madame Monzin n'est pas un problème de micro, mais un problème de microbe. Madame Monzin est retournée en primaire à l'école et ça l'a fait grandir. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Et c'est pas fini. Avec les lépreux, on a trouvé un médicament qui résout le problème. Hein, c'est le tourisme. Alors, il faut accorder de l'importance à l'histoire. Par exemple, cette histoire de lépreux. Hein, on est tous les lépreux parce qu'on n'a pas peur. On est lépreux. Hein, c'est une histoire de courage. En fait, je dis ça, vous enregistrez pas, parce qu'apparemment il y a des huissiers dans la salle, tout ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, la confiscation des mots, alors hostis, hostie, hospice, hostile. Alors moi j'ai pas le style hostile, j'ai le style hostilé, mon style mon style et mon hostie pour lutter contre la phobocratie. Et tuer celui qui en moi était en manque de toi, en manque d'émoi. Liberté, égalité, hospitalité. Se laisser hospitaliser par les patients, disait Hélène Chéniaud. Alors, pour se battre pour la démocratie, c'est aussi lutter contre des mots crasseux. Et ça, Jacques Tosquelles, François Tosquelles, pardon, le père, faisait ça très bien. Donc j'ai un petit extrait. Je crois qu'on a tort de laisser la pratique de la psychiatrie aux psychiatres, aux neurologues, aux désaliénistes, aux éducateurs, aux flics et aux anti-flics. La psychiatrie, ça n'existe pas. Je propose qu'on appelle les bons psychiatres les déconiâtres. Notre objet, c'est le déconnage. Notre chemin va du déconnage à la science, de la langue, des connotations, des intonations aux concepts lucides et à l'être en question, c'est-à-dire par la parole, au sujet qui s'annonce, se cache et parfois sombre dans l'ombre de la folie. Qui en parle, sujet, souffrant de son manque d'être et ne crie point sa souffrance aux quatre vents. Voilà, François Tosquelles, 1972. Alors évidemment, s'indigner ne suffit pas. Nous sommes en colère, nous sommes inquiets, mais nous sommes aussi gardiens d'un espoir de changement. C'est pour ça que nous souhaitons de nous retrouver prochainement pour agir et pour trouver d'autres alternatives à ce qui nous écrase. Parce que sinon, je pense qu'on va tous devenir autistes, c'est-à-dire que chacun passe son temps devant son écran. Il n'y a plus de soirées, plus beaucoup, moins de soirées entre amis. Et chacun va se retrouver dans une socialisation très très appauvrie, où on ne se regardera plus, on ne se parlera plus. J'ai l'impression que nous avançons tous vers de l'inconnu, et comme les enfants. Or, l'inconnu nous confronte à de l'impensé. C'est pas sympa de dire que nous sommes comme des autistes. Non, je pense que les méthodes actuelles d'écrasement, avec le sécuritaire, on nous fait peur, on nous menace, on nous terrorise avec les terroristes, je pense que ça abétit notre conscience politique et notre pensée. Et je pense que ça peut pousser les gens à dire « Oh, j'en ai marre, je pars cueillir mes violettes dans mon champ ». Voilà, c'est-à-dire que ça nous démobilise, je trouve, politiquement. Et comme dit Marie-Josée Monzin, il nous faut du courage pour surmonter ces effets d'abêtissement qui sont produits par la médiocrité politique ambiante, où les petites histoires carriéristes de chacun ont vraiment peu d'importance quand il s'agit de l'intérêt général
et du vivre ensemble. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que nous n'avons pas d'autre choix que de rendre ce monde désirable pour les enfants. Et que si nous n'y arrivons pas à faire en sorte que ce monde soit hospitalier, donc désirable, avec une place pour chacun, eh bien, voilà, les choses risquent d'être très lourdes à supporter. Voilà. Alors, je vais faire du top 10. Non, mais c'est incroyable. Non, évidemment pas du top 10. C'est-à-dire, je vais juste reprendre une phrase qu'il a dite, moi que j'ai trouvé formidable. Liberté, égalité, hospitalité. Ah, bon, enfin, en tout cas, j'ai pas écouté. Bon, allez. Non, mais pourquoi? C'est pas grave. Alors, c'est pas grave, bah, hospitalité à la boulette. Voilà, c'est ça, exactement. Merci. Alors, pourquoi je le reprends? C'est parce que moi, ce que j'ai... Bon, évidemment, on était sur le thème de l'hospitalité à l'enfance, hein, c'était le thème, et puis il y a l'hospitalité pour la folie qui est effectivement déjà inscrit, je dirais, dans la problématique ou l'ouverture des 39, ça c'est central, mais il y a quand même quelque chose de très important, et c'est ce qu'on a entendu toute la journée, c'est aussi l'hospitalité à nous-mêmes. L'hospitalité à la souffrance, telle qu'on a pu l'entendre s'exprimer, on aurait pu en entendre beaucoup plus d'ailleurs, hein, parce que la souffrance des professionnels, la souffrance de tous ceux qui travaillent, la souffrance des citoyens, elle est absolument énorme. Hein, elle est absolument énorme. Et bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que déjà, moi je trouve ça assez extraordinaire qu'on se réunisse comme ça aujourd'hui. Cette journée, moi je l'ai trouvée formidable. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé, parce que vraiment, ça a été tout un travail. Voilà. Je ne le dis pas pour moi-même, parce que c'était une toute petite main, mais voilà, Liliane qui est à côté de moi, et tous les autres, et tous ceux qui étaient à l'arrière, quoi, à l'arrière du combat, qui nous ont soutenus et qui nous ont permis de nous exprimer. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis ce lieu, vous avez vu ce que tous on a fait. Moi, c'était quand même une très très grande réussite, hein, avec ce côté d'ouverture là, à l'enfance, mais à la poésie, à autre chose, l'ouverture à la vie. Ça, je pense que c'est vraiment formidable. Alors, en fait, je sais pourquoi j'ai squeezé tout à l'heure Marie-Josée Monza, c'est parce qu'elle m'avait piqué le début de mon intervention, qui était, je disais, c'était sur les lucioles. Je lui ai dit, j'étais belle tout à l'heure, elle m'avait piqué les lucioles. Alors pourquoi les lucioles? Parce que, d'une certaine manière, les lucioles, c'est nous, quoi. Il faut qu'on considère que les lucioles, c'est nous, c'est-à-dire des toutes petites bêtes, n'est-ce pas, qui, dans la noirceur de la vie, enfin de l'existence du monde, essayent voilà, amener un peu d'éclairage, hein, un peu d'éclairage. Et bon, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, et on est en train de se prendre des tas de choses dans la gueule tous les jours. Et ça grandit, on a l'impression, c'est vrai, on aurait pu se mettre tous à pleurer, je veux dire, mais non, il faut que, voilà, déjà se réunir là, même si c'est modeste, hein, c'est déjà beaucoup, et on a vu déjà des inscriptions sur, voilà, tout le monde est allé s'inscrire, et puis tous ceux qui sont pas là, et comment on peut, c'est la question, hein, c'est la question qui nous est posée. Est-ce qu'au niveau des 39 et au-delà des 39, on peut arriver à leur convergence des luttes, fédération, tout ça, ça paraît beaucoup, hein, ça paraît une tâche énorme, mais comment on peut avancer? Comment on peut avancer un peu, voilà. Alors je pense qu'il y a sûrement des propositions. J'ai oublié de vous dire que les 39 se réunissent tous les mois, le troisième vendredi de chaque mois, à 20h, dans Paris. Si vous voulez l'adresse, on vous la dira individuellement, parce qu'on n'a pas le droit de le dire comme ça. Voilà. Mais depuis 8 ans, on se réunit le troisième vendredi de chaque mois à 20h, dans Paris, métro République. Et le groupe enfance le samedi matin. Et le groupe enfance, donc le troisième samedi
su, parce qu'il y a des camarades qui viennent de province, le samedi matin, entre 10h et 13h, à Paris aussi, on vous dira, c'est un autre lieu. Gare La d'Austerlitz. clandestinité, le maquis, on l'appelle le maquis. Oui, tu disais il faut trouver les forces effectives. Et tu dis voilà 2-3 idées comment. Je voulais revenir là-dessus en disant que c'est peut-être pas étonnant qu'aujourd'hui les professionnels qui ont témoigné de la difficulté de travailler dans les dispositifs qui sont les leurs, que ce soit dans le médico-social, l'éducation nationale, que ce soit l'ASE, que ce soit le PMI, que ce soit la PJJ, etc. Et j'en oublie, les associations qui morflent aussi. Ceux qui aujourd'hui ont témoigné et qui étaient le plus proche des larmes, c'était des non-psy, hein, c'était le médico-social et c'est l'éducation nationale. Et je ne suis pas étonné que les psys peut-être ont réussi à garder les larmes un peu à distance, mais je voulais répondre là-dessus parce que je voulais mentionner le livre de Georges Didier Obermann qui parle de peuple en larmes. Enfin, ce livre s'appelle Peuple en larmes, et qui, dans ce texte, il explique que peut-être il est nécessaire, une sorte de passage sine qua non, par une sorte d'état d'impuissance, impuissance affective. Il parle des larmes, des pleurs, sans lequel il est peut-être impossible de passer la transformation vers ce qu'il appelle ensuite le passage vers la retrouvaille d'énergie, qu'il appelle le retour de la puissance effective dans la lutte. Alors je renvoie sur ce livre-là, mais je crois que c'est un espoir et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup tenu à ce que ce meeting existe, parce qu'on a voulu vraiment contribuer à petite touche à essayer de propulser ce passage, cette transformation, cette naissance en nous, de cette transformation de désespoir, des larmes peut-être, à une énergie effective pour résister, pour inventer. Je ne croyais pas vivre ce moment politique. Je pensais que notre génération, ma génération, était indemne de choses barbares. Et c'est avec peur, une grande peur, que j'appréhende la réalité aujourd'hui. Portelli, que vous connaissez, Serge Portelli, qui est un magistrat qui vient souvent à nos meetings, que j'ai eu au téléphone il y a quelques semaines, pour parler de l'affaire Philippe Brassard. L'affaire Philippe Brassard, je vous renvoie au blog du collectif des 39, vous en saurez un petit peu plus. Me disait au téléphone, Hervé, j'ai un grand problème. Il est en train d'écrire un livre qui va sortir bientôt. C'est que l'idéologie d'extrême droite a envahi notre pays. Et le plus grave pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte, premièrement, et que deuxièmement, donc comme on ne s'en rend pas compte, le diagnostic n'est pas posé en tant que tel, les formes de résistance adaptées à cette victoire, pour l'instant idéologique, de l'extrême droite, ne se mettent pas en branle. Il me disait, par exemple, que toutes les lois sécuritaires qui ont été votées depuis des années, il me dit tranquillement, c'est un juriste auquel j'ai beaucoup confiance, si l'extrême droite arrive au pouvoir, elle n'a pas besoin d'autres lois. Les lois sont présentes. Je vous recommande le documentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Exode, sur Canal, qui m'a un peu effondré. J'ai enfin pu pleurer tranquillement, les larmes, elles sont là aussi. Car notre pays de liberté, d'accueil, a décidé d'accueillir 25 000 réfugiés, et non pas migrants, pour reprendre ce qu'ils disaient au niveau des mots. Ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés politiques. Je vous renvoie à ce documentaire. La Tunisie, qui est mon pays d'origine, a accueilli
1 500 000 Libyens pour un pays de 10 millions d'habitants. Le Liban accueille 2 millions de Syriens pour un pays de 5 millions d'habitants. Notre pays propose d'accueillir, entre guillemets accueillir, c'est un mot qui ne plaît pas, 25 000 migrants. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui nous arrive? Quelle est cette victoire qui est posée comme ça? Et comment a-t-elle des effets directs sur notre pratique et sur notre vie de citoyen? Parce qu'on n'est pas que des praticiens, nous sommes des citoyens. Il y a plusieurs hypothèses, on ne va pas, là, j'ai pas le temps de développer mes hypothèses. En tout cas, il y en a une dont je tiens vraiment j'y tiens beaucoup. C'est cette espèce de confusion fondamentale entre le sécuritaire et la sécurité. La sécurité, c'est ce à quoi a droit tout citoyen, la sécurité de base, qui pourrait être une hospitalité minimale pour tout être qui vient au monde. La sécurité affective, la sécurité sociale, la sécurité d'avoir de l'eau, l'électricité gratuite dans un pays, par exemple, comme le nôtre. Et comme il y a une attaque totale, permanente, contre ce qui pourrait être les instances qui permettent la sécurité de base, à savoir les conquêtes sociales qui nous permettent d'avoir des enseignants, un système de santé qui encore fonctionne, tous ces services publics dont tous les candidats actuels, dans des surenchères obscènes, 100 milliards, 50 milliards, 200 milliards en moins, et ceux en moins là, c'est une attaque fondamentale contre la sécurité de base, et donc un slogan extraordinaire pour le sécuritaire, comme l'a dit très bien José Monzin, je ne vais pas revenir là-dessus, sur « ayons peur ». Ayons peur. Ne pensons pas à des choses de la vie. Confondons les exclus et les exploités. Les exclus pour ne plus les voir. On ne voit plus, on ne veut pas voir les réfugiés politiques. Par contre, on ne veut pas voir non plus ceux qui souffrent. Parce que les circulaires d'intégration scolaire de 83, par exemple, c'est une forfaiterie, ce que j'appelle l'inclusion excluante. Notre institutrice nous a parlé de ça. L'inclusion, il faut absolument être à l'école, c'est là où tu vas t'intégrer, il faut absolument être dans un appartement, même s'il n'y a personne qui va t'aider, tu es intégré puisque tu es dans un appartement. C'est une exclusion perverse, à un point. Et pourquoi veulent-ils exclure de notre vue du soin, de l'accueil, ceux qui en ont besoin? Ceux qui ont donc besoin des systèmes de solidarité minimale. Il y a une tentative extraordinaire d'exclusion, parce que ces personnes-là ne peuvent pas ne pas nous poser la question du sens. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et à partir du moment où je suis entamé moi-même par la question du sens que je vais me poser à la souffrance psychique, alors à ce moment-là, un petit peu d'humanité se met en branle. C'est cette question, on l'a dit, déni de la psyché, déni du soin psychique, déni de la dynamique qui est toujours à l'œuvre dans une psyché. Mais là, le déni, il n'a pas de sens. Ne nous posons plus cette question. Je veux un ordre. Et ne confondons pas l'ordre et le cadre, parce que l'ordre, ça permet de ne pas parler, de ne pas penser. Alors que nous, quand on parle du cadre auquel nous tenons, c'est celui qui permet justement la complexité, la conflictualité, la dispute, le désaccord, ce qu'on a toujours connu dans nos histoires. Parce que la psychiatrie, le balancier a toujours été là, entre l'organique et le psychique, ça a toujours existé. C'est pas nouveau. Les prescripteurs abusifs de médicaments, ça a toujours existé. C'est un balancier, c'est la vie. Mais aujourd'hui, ce balancier, c'est plus un balancier. Hein, le poids d'un des plateaux de la balance est écrasant. Écrasant, je maintiens une des hypothèses, il y en a d'autres, parce que c'est la politique de destruction des conquêtes sociales depuis des décennies. C'est ça qui axe, parce que ça ne rapporte pas.
on parle de profit, de gestion, ça ne rapporte rien. Alors, la victoire idéologique, elle serait dans « il n'est pas possible de faire autrement ». C'est ça qu'on nous travaille toute la journée. Ça veut dire que les choses les plus inacceptables doivent devenir naturelles. On devrait intégrer en notre sein ce type de discours. 1 an et demi d'attendre un sein bébé, ah, c'est comme ça. Ah, il y en a qui disent c'est quand même pas possible. Oui, mais dans 5 ans, le 1 an et demi va devenir normal. C'est une politique de colonisation mentale à l'œuvre qui nous demande d'intégrer ces dictats. Et il se trouve que dans notre milieu, il y en a beaucoup qui l'intègrent. Ni plus que ça. Il y en a qui en sont les suppôts de cette intégration. Il y en a qui sont les relais complaisants, collaboratifs de cette politique. Donc chez les psychiatres, chez les psychologues, chez les éducateurs, moins sûrement dans ce milieu-là, mais chez les psychiatres, chez mes confrères, chez les universitaires, il y a une politique de reprise à leur compte en s'appuyant, on en a parlé, on va pas revenir là-dessus, sur la pseudo-science que représentent aujourd'hui les non-avancées scientifiques. Parce que nous le savons, il n'y a aucune avancée médicamenteuse en France, dans le monde, depuis des décennies. Il n'y a pas d'avancée. Bien. Et alors, je me disais, à vous écouter toute la journée, demain, je participe à un débat à la mairie du 4e arrondissement sur la contention. Un débat intéressant, 18h, mairie du 4e. Un débat sur la contention chez les adultes. Je me disais, mais sur un meeting du groupe Enfance des 39, demain, je vais à cette réunion. Y a-t-il quelque chose de différent à écouter tout ce qui se passe? Il y a sûrement quelque chose de spécifique à l'enfance. Mais soyons sûrs et certains qu'il s'agit des mêmes questions qui sont posées, non seulement à la psychiatrie enfants et adultes, mais à toutes les gens qui travaillent avec des hommes et des femmes en phase 2. Que ce soit les instituts, que ce soit les juges, que ce soit les policiers. C'est les mêmes questions qui sont posées. Ne croyons pas que nous sommes là, au niveau de la psychiatrie de l'enfant, les seuls, il n'y a que les enfants qui sont atteints. Bien sûr, c'est symbolique, bien évidemment. Mais soyons certains que tout seul, ça sera très très difficile. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Les résistants, j'ai entendu parler tout à l'heure de maquis, de prendre le maquis. Les résistants, ils se parlaient entre eux. Ils avaient des réseaux. Ils n'étaient pas seuls dans leur coin. Je suis intimement persuadé que quelles que soient les stratégies de résistance que chacun peut prendre dans son travail, parce que chacun en a une, il faut survivre à ce qui se passe. Moi, je vais discuter bien avec l'ARS qui va me donner peut-être un budget. Moi, chacun a des stratégies. Si il n'y a pas de tentative de fédérer ces stratégies, ces îlots de résistance, je pense que c'est une des façons de répondre à l'angoisse, à la question de Serge Portelli. Je pense qu'une des façons, c'est de fédérer ces résistances. Et les 39, dans leur ensemble, nous avons sûrement, dans le climat actuel, qui à mon avis est un climat que nous n'avons jamais connu, nous avons à élaborer sans doute des nouvelles stratégies de résistance. Je n'en ai pas encore d'idée. On a l'idée de ces groupes régionaux. Mais nous devons inventer là une stratégie de résistance. Nous sommes toujours là après 8 ans d'exercice, de création. Certains sont partis, certains sont arrivés. Ça continue à vivre. C'est extraordinaire ce qui se passe. Merci d'être là un dimanche, toute la journée. Il faut vraiment avoir envie de résister. Et nous vous invitons à continuer et nous vous proposerons, peut-être, nous espérons, des nouvelles formes de résistance. Et je vous remercie beaucoup. Alors, vous allez pouvoir
passer au bar pour acheter à moitié prix le pain, les pommes, les gâteaux. Et si vous êtes très résistant, ça vous sera donné. On va faire un communiqué avant de se quitter sur la fourcade. Ah oui, dans les jours qui viennent. Bon, d'accord, dans les jours qui viennent. Vous le trouverez sur notre site. Comment? Les karaokés? Je crois qu'ils sont fatigués, les artistes. Non, c'est fini. On s'arrête là.